Donc, pour cette troisième conférence, l'objectif, c'est de tracer un peu l'histoire des institutions internationales du développement durable, mais pas dans l'absolu. C'est évidemment comment cela s'intègre aux questions qui se posent aux entreprises, à l'éco-conception, au mode de consommation et de production. Enfin, c'est un peu le cadre global parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de ces débats internationaux, de ces évolutions, ben, se retraduisent après au niveau des pays et se retraduisent un peu dans les normes, les approches. Donc, c'est bien dans cette logique-là que je vais aborder cette question aujourd'hui des institutions internationales. Alors, on commence quand on fait l'histoire? Alors, bon, un petit clin d'œil ici, 1346, ça fait loin, 1346, puisqu'il y a une ordonnance, donc l'ordonnance de Brunoy, qui est historique, de Philippe VI de Valois, et qui, pour la gestion des forêts, propose que les maîtres des eaux et forêts puissent effectivement gérer les forêts et les bois, donc de façon à ce qu'elles puissent perpétuellement se soutenir en bon état. Donc le mot soutenable était éventuellement aurait cette origine. Bon, ça c'est un peu un clin d'œil. Par contre, il y a un deuxième élément qui est quand même très très important parce qu'on le retrouvera tout du long de cet exposé. C'est en fait le traité de Westphalie, donc qui met la fin à la guerre de 30 ans, notamment donc en 1648, et qui est à la base, en fait, cet accord de paix est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le système westphalien, qui sont les principes directeurs des relations internationales modernes, c'est-à-dire l'équilibre des puissances, qu'il n'y ait pas un empire qui domine les autres, ça c'était à l'époque au niveau européen évidemment, mais ça s'applique globalement, l'inviolabilité de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que chaque pays est souverain chez lui, aucun autre pays ne va faire, je dirais, irruption pour gérer donc les questions dans ce pays-là, et donc un principe de non-ingérence dans les affaires d'autrui. Donc en fait, ces frontières nationales, cette souveraineté nationale est le principe de base au niveau international, et donc tout accord international se fait par une sorte de délégation de souveraineté, par un accord où les pays ratifient effectivement un accord international, mais ils restent toujours complètement maîtres de leur devenir, ce qui pose un énorme problème pour gérer la mondialisation, et notamment en matière environnementale, pour gérer donc des questions d'intérêt collectif au niveau mondial, mais on reviendra à plusieurs reprises pour cela. Alors, maintenant, concrètement, l'histoire de l'environnement, donc le début donc des années 70, bon, il y a eu en 62 le fameux Printemps silencieux de Rachel Carson, hein, donc on s'en approche hein, quand on voit la régression des oiseaux. J'aurais jamais pensé le voir, mais bon. Donc Rachel Carson, et puis un certain nombre de livres, j'ai cité ici celui de Gordon Taylor, Le jugement dernier, mais un peu une vision un peu catastrophique ou montrant les périls environnementaux globaux, et évidemment nous y sommes aujourd'hui. Alors il y a eu surtout le rapport du Club de Rome, hein, donc en anglais c'était The Limit to Growth, en français c'était Halte à la croissance, c'est donc une mauvaise traduction, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça s'est appuyé sur des modélisations. Vous voyez, les tracés d'ordinateurs à l'époque, c'était sur des imprimantes, donc de courbes, donc un modèle. C'était le début de la modélisation économique hein, de ce niveau-là, et c'est le professeur Meadow du MIT qui avait été à l'origine donc de ce modèle. Donc, ce qui donnait une sorte de statut scientifique aux questions d'évolution en fait des différentes variables, le capital, l'environnement, la pollution, la population, et avec donc et les ressources, et donc une décroissance de l'accès aux ressources, et donc des problématiques ensuite sur la population. Alors, ce rapport vaut ce qu'il vaut. Il y a beaucoup d'éléments qui restent complètement valables. D'ailleurs, il y a une réédition de ce modèle qui montre que finalement, sur un certain nombre de cas, c'était justifié. Mais j'en dirai pas plus là-dessus, mais simplement pour dire qu'à l'époque, les questions se posaient finalement par le monde scientifique. Ce sont les scientifiques de différentes disciplines, mais les scientifiques qui interpellaient les politiques sur ces questions environnementales globales.
C'est aussi à ce moment-là qu'émerge un certain nombre d'ONG internationales. Il y avait déjà le WWF qui était déjà présent auparavant, enfin en 61, mais vous voyez, dans ces années 70, les Amis de la Terre aux États-Unis, puis après il y a eu la branche française, et puis Greenpeace, donc des ONG internationales. Et puis enfin, des problèmes spécifiques, notamment un qui est important, c'était les pluies acides. On voit ici sur cette carte les distributions de précipitations dans les années 80, hein, donc enfin, 70-80 des précipitations acides. Donc, vous voyez qu'on a des zones à 4, hein, ce qui est très acide, hein, puisque je rappelle que c'est 7, hein, le pH neutre, et que donc, que les émissions qui provenaient en grande partie d'Europe centrale, Pologne, Allemagne, de l'Est, avec la combustion de la lignite, qui contenait beaucoup de soufre, a constitué effectivement un déclencheur. Il faut savoir qu'à l'époque, la réglementation, par exemple en France, était de doter les centrales thermiques de cheminées de grande hauteur pour que les polluants aillent se promener plus loin. Donc il y avait bien un peu cette irruption de la question transfrontalière et donc de la nécessité d'avoir des accords internationaux en matière d'environnement. Et d'ailleurs, ça n'est pas par hasard qu'elle a lieu à Stockholm, c'est-à-dire que le pays qui hôte d'une conférence internationale a la maîtrise quand même de son ordre du jour, et donc ce n'était pas neutre de voir que ça se passe je dirais à Stockholm. Donc pour préparer le travail, la conférence qui va être organisée à Stockholm en 1972, il y a un scientifique de renom, René Dubos, qui était d'origine française, mais qui est un biologiste américain, qui a réuni un certain nombre de conseillers, hein, à l'initiative donc de Maurice Strong, qui était le secrétaire général de la conférence, et ils ont rédigé un document qui s'appelle « Nous n'avons qu'une Terre », donc qui donnait un état des lieux un peu scientifique comme base de cette négociation internationale. Alors, qu'est-ce qu'il est issu de cette conférence de Stockholm? 27 principes, donc des principes d'action qui ont été rédigés. On retrouve d'ailleurs, on ne va pas lire les principes dans leur ensemble, mais on retrouve par exemple dans le principe 1 et 2 les générations futures. Donc vous voyez que cette question génération actuelle et future était déjà présente dans les réflexions à l'époque, hein, on était bien dans cette logique de long terme. Et puis donc les ressources naturelles, et puis aussi la garantie de la dignité et du bien-être, c'est un lien de l'environnement en termes de qualité de vie et de bien-être et de santé, et d'ailleurs on le retrouvera par la suite. Alors il y a quand même un principe 21 qui est, conformément donc aux accords des Nations Unies, les États ont donc sont maîtres de leur sont souverains pour leurs décisions, et donc simplement ils ne doivent pas causer de dommages aux autres États, mais pratiquement chacun reste toujours chez soi, et ce principe il est quand même 21, donc il est assez loin dans la discussion. Donc finalement, attendez, je suis en train de, j'ai un problème d'écran. Ah voilà, ça y est. Et donc, et alors, excusez-moi, et donc en sortie de cette conférence de Stockholm, on a eu aussi dans la déclaration l'idée de lancer un programme des Nations Unies sur l'environnement. Et donc ça a été le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, a été créé en décembre 72 par donc l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc voilà un peu ce qui sort de la conférence de Stockholm. Et en fait, après, se mettent en place un certain nombre de choses, mais globalement, c'est resté, je dirais, un peu en l'état, les ambitions, et puis des problèmes nouveaux ont émergé. Alors notamment le trou de la couche d'ozone, là on n'est plus dans le transfrontalier, hein, les retombées qui ont lieu au-delà des frontières, on est vraiment dans le global, avec le trou de la couche d'ozone et la nécessité de signer un protocole, donc le protocole de Montréal, pour lutter contre les gaz fluorochlorés qui causaient le trou dans la couche d'ozone. Alors ça a été une négociation internationale qui a abouti assez vite et qui a eu un succès
succès. On dit toujours c'est parce qu'il y a eu une bonne coopération avec les acteurs économiques. Fallait voir que aussi à l'époque, les produits qui étaient en cause venaient de tomber dans le domaine public et que donc les grands chimistes avaient peut-être intérêt à renouveler aussi le type de produit puisque ça leur permettait de reprendre la main sur des brevets. Et donc, il y avait quand même un vrai intérêt économique donc pour des grandes entreprises de rentrer dans le protocole. Donc, c'est un cas particulier, mais qui est important. Ensuite, il y a eu le climat, donc l'émergence des discussions sur le climat et la création donc d'un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a été créé en 88 à l'initiative de G7. Et un peu paradoxalement, c'est Thatcher et Reagan qui ont poussé à cette création-là parce qu'ils trouvaient qu'ils ne croyaient pas au changement climatique et que donc il fallait s'appuyer sur les scientifiques pour démontrer que ça n'était pas le cas. Donc il y a une sorte d'ironie de l'histoire dans cette affaire-là. Et donc, ce GIEC, cet IPCC en anglais, dépend en fait Organisation météorologique mondiale et Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, c'est vraiment la structuration en matière climatique qui s'est mise en place. Et donc, pour préparer la conférence elle-même, il y a eu donc un rapport préparatoire qui a été préparé par la commission a été présidée par Madame Gro Harlem Brundtland, qui était à l'époque ministre de l'Environnement de Norvège. Elle est devenue première ministre et d'ailleurs, c'est le premier cas historique d'une ministre de l'Environnement qui devient Premier ministre par la suite. Ensuite, on a eu Angela Merkel, qui est un bon exemple aussi du passage de l'environnement au stade de Premier ministre. Alors, ce rapport a été publié en avril 87, la conférence de Rio aura lieu en 92, donc c'est 5 ans avant, c'est dans un calendrier qui est quand même dans une longue durée, et qui donne une définition qui est la définition un peu classique du développement durable. Alors à l'époque, en anglais, c'est Sustainable Development, et la première traduction est soutenable. Bon, on va adopter le terme durable maintenant. Je n'ai pas le temps de discuter sur les difficultés causées par ce terme, par cette traduction, à mon avis, de mauvaise qualité, mais c'est comme ça. Donc, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Alors, ça, c'est la définition qu'on en voit tout le temps et évidemment, elle est assez limitée. En fait, dans le texte, il y a un complément qui est souvent oublié et qui pourtant est essentiel. Deux concepts sont inhérents à cette notion donc, de développement durable. Le concept de besoin, et c'est mis entre guillemets dans le texte original, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. Donc il y a bien les besoins essentiels et les besoins qui ne le sont pas. Donc c'est une question de consommation. Et puis aussi l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'environnement qui est limité, c'est nos techniques et notre organisation sociale n'est pas adaptée à cet environnement. Donc, il y a une sorte de retournement de l'idée et que donc, une des solutions, c'est évidemment faire sauter ces limites des techniques et de l'organisation sociale. Donc, c'est bien celle de l'innovation et qui est en filigrane derrière cela. Donc voilà ce qui est à l'origine de la conférence de Rio. Pratiquement, j'ai parlé tout à l'heure des organisations non gouvernementales qui émergeaient au niveau international. Là, elles commencent à jouer un rôle plus important et on se retrouve finalement, c'est un peu les concepts. Donc, on est passé de l'environnement, même si on parlait un peu d'éco-développement à Stockholm, c'était vraiment l'environnement. Là, on arrive sur le développement durable à Rio. Et puis, les acteurs, on a toujours évidemment gouvernement scientifique, mais les organisations non gouvernementales prennent un rôle croissant. Qu'est-ce qui sort de cette conférence de Rio? D'abord, deux conventions qui ont été élaborées avant la conférence sont signées à la conférence, c'est-à-dire les chefs d'État ont signé ces conventions. C'est la convention de diversité biologique et la convention sur les changements climatiques. Pour la petite histoire, les Américains n'ont jamais ratifié la convention de la diversité biologique par la suite. Mais donc, c'est les deux conventions de Rio. Elles n'ont pas été négociées à Rio, elles l'étaient avant, mais ainsi qu'une déclaration sur la gestion des forêts. Et puis, vraiment, les textes qui sont issus de la négociation, c'est la déclaration de Rio
et un programme dit Action 21 ou Agenda 21. Donc, quand on parle d'Agenda 21, parce que ça s'est décliné au niveau des territoires aux différents acteurs, ça vient de là. Donc ça, c'est les textes qui en sont issus. La réunion, je parle de la gestion des forêts ici, la réunion a lieu à Rio. Comme Stockholm, c'était par rapport aux pluies acides, c'est parce que le WWF notamment plaidait pour qu'il y ait une internationalisation de la forêt amazonienne au nom d'un intérêt collectif. Et donc, les Brésiliens ont réclamé que la réunion ait lieu chez eux pour éviter qu'on vienne de mettre à l'ordre du jour cette internationalisation de la forêt amazonienne. Donc, vous voyez que tout est un petit peu lié. Dans les autres enseignements, enfin les autres résolutions de la conférence, la création d'une commission du développement durable, donc d'un processus annuel qui s'est réuni ensuite depuis cette époque-là tous les ans à New York, qui fait le point sur différents thèmes, sur l'avancement en fait de ces programmes en matière de développement durable, le lancement d'une conférence mondiale sur le développement durable des petits États insulaires en développement. Ça, c'est un point clé parce qu'en fait, ces États qui sont je dirais, les premiers touchés par les changements climatiques, ils étaient à l'époque, n'étaient pas encore sur cette logique-là, ils étaient surtout sur la question de l'accès au développement et leur enclavement. Et donc, il y a un groupe de petits États insulaires qui est constitué. Alors, comme il faut le savoir qu'aux Nations Unies, c'est un pays, une voix, donc une petite Tuvalu, petit État insulaire, a autant de poids que la Chine ou que les États-Unis, ce qui est d'ailleurs une des faiblesses du système institutionnel international, parce qu'à l'évidence, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Bon, néanmoins, alors, à l'époque, il y avait beaucoup des petits États insulaires se faisaient acheter leur voix par différentes influences plus ou moins directes. Néanmoins, il y a cette gouvernance des États insulaires qui vont jouer un rôle dans la négociation climatique notamment. C'est eux qui ont imposé à ce qu'à la COP 21 à Paris, on parle de 1,5 degré, alors que l'ordre du jour était 2 degrés maximum. Et donc, eux, ils ont imposé parce qu'évidemment, ils sont touchés directement par ces questions-là. Et puis, il y a eu aussi le lancement de négociations sur la Convention lutte pour la désertification, pardon. Alors, donc voilà les enseignements généraux. Pour finir sur Rio, et puis on va ouvrir la discussion si vous avez des questions éventuelles. Donc, dans les principes de Rio, on va retrouver donc le premier principe, les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont le droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature. Alors, ce terme harmonie revient notamment des Chinois. Hein, c'est un concept qui fait référence notamment à des traditions chinoises. Et puis, en principe numéro 2, on va retrouver donc le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources. Alors, je vous rappelle qu'à Stockholm, c'était en 21 et maintenant, c'est monté en principe 2. Donc, il y a vraiment cette idée que là, personne ne va regarder comment les Brésiliens exploitent leur forêt tropicale. Hein. Donc, c'est la forêt amazonienne. Donc, vous voyez qu'on retrouve aujourd'hui toutes ces questions étaient déjà, enfin les questions qu'on voit aujourd'hui actuellement avec Bolsonaro et les questions brésiliennes, on retrouve déjà ce débat à l'époque. Alors il y a d'autres principes, j'en ai choisi très peu, hein, il y en a 27, hein, mais le principe 8, afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées. La démographie a disparu ensuite du débat international, hein, alors que c'était une question. Et cette élimination des modes de production et de consommation est un élément qui a été dans les textes, pas souvent organisé de façon véritable je dirais, d'éliminer certains modes de production. On le voit aujourd'hui avec le rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie, c'est le cas sur les énergies fossiles où précisément on dit qu'il faut qu'ils disparaissent. Donc c'est un élément nouveau. Et souvent, donc c'est dans les textes, mais cette élimination des modes non viables n'a pas été implémentée de façon pratique et concrète. Et d'ailleurs, à Johannesburg, les Américains voulaient qu'on revienne sur ce texte-là pour éliminer cette référence. Et enfin, on va retrouver dans le principe 15 le fameux principe de précaution, hein, donc avec une formulation
que je vous laisse lire, hein, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Ce principe de précaution a fait beaucoup couler d'encre, mais il est inscrit dans les textes internationaux. Enfin, l'agenda 21, alors c'est 400 pages, c'est extrêmement long, il y a plusieurs grandes parties. Il y a quand même une chose qui est importante à noter, c'est la section 3 qui parle du renforcement du rôle des principaux groupes. Donc là, il y a la reconnaissance qu'un certain nombre d'acteurs, alors les femmes, alors il y a un côté un peu lisse à la Prévert, hein, puisqu'on va mettre en même temps donc les femmes, les jeunes, enfin les enfants et les jeunes, les populations autochtones, donc c'est un peu, ça fait effectivement un ensemble. Les organisations non gouvernementales, les collectivités locales, les travailleurs et leurs syndicats, le commerce et l'industrie, la communauté scientifique et technique et les agriculteurs. Donc, en fait, il y a quand même cette idée que ces principaux groupes doivent être impliqués. C'est pas seulement une question des États, mais c'est aussi une question d'engagement de tous ces groupes. Et ces groupes sont d'ailleurs invités à participer aux commissions du développement durable, par exemple, c'est-à-dire à apporter leur contribution au développement durable et donc à la mise en œuvre de ces accords. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après 92? Alors, après 92, donc, il y a eu un virage en 5 ans, tout a beaucoup changé. Alors, lors de la conférence de Rio, on avait estimé que le programme tel qu'il était arrêté, donc que les pays ont signé, nécessitait un financement de 600 milliards de dollars par an jusqu'en l'an 2000. Donc de 92 à 2000, enfin 90 à 2000. Et quels sont les engagements pris par les pays donateurs en face de ce besoin de ce qu'ils avaient signé? Eh bien, les donateurs avaient finalement dit qu'ils s'engageraient à hauteur de ce qu'ils consacraient déjà à l'aide publique au développement, à l'APD. Donc, c'était de l'ordre de 125 milliards de dollars. Vous voyez, on était à 600 et finalement, il y avait plutôt un engagement au niveau de 100 milliards. Mais dans la réalité, l'aide publique au développement, l'objectif qui a été réitéré d'ailleurs à Rio était de consacrer 0,7% du PIB des pays à l'aide au développement. En 92, on n'en était qu'à 0,33%. Et en 96 à 0,27. Non seulement on n'allait pas vers les 0,7, mais on régressait. Et que donc ce sort de contrat qui a été signé à Rio, vous payez en développement, on n'empêche pas votre développement, c'est-à-dire on va vous aider à développer à condition que vous le fassiez dans l'équation environnementale. Donc vous prenez en compte l'environnement, mais on va vous financer en contrepartie. Ça n'a pas été le cas. Alors on voit qu'il y a eu la création du fonds pour l'environnement mondial, qui était un fonds spécifique sur l'environnement, qui finançait un certain nombre de projets, 2,8 milliards. Alors, c'est pas rien, mais enfin, on est loin de l'équation. Donc, à ce moment-là, on arrive dans un changement de cycle. D'abord, c'est la fin du cycle des réformes financières imposées par la Banque mondiale et le FMI, donc de régulation des pays, et donc et la prise de conscience que la mondialisation et l'investissement privé jouent un rôle essentiel sur le développement. C'est-à-dire pendant cette période de régression publique, d'une certaine façon, de l'argent public, alors il y a eu aussi une crise économique qui l'explique, l'investissement privé étranger, donc à destination de ces pays a presque triplé pour atteindre donc 250 milliards de dollars, donc vous voyez par rapport aux 2000 de tout à l'heure, mais les trois quarts se concentrent sur seulement 12 pays, donc ça n'apporte pas pour les moins développés l'argent nécessaire, mais néanmoins il y a quand même quelque chose qui se passe. D'ailleurs, entre-temps, on a bien vu ce qui s'est passé avec la Chine qui a largement émergé. Et une image que j'utilisais d'ailleurs à l'époque, c'était si on considère le PIB des pays et les chiffres d'affaires des multinationales, grosso modo, ça n'a pas tellement de sens de les classer dans la même échelle, mais néanmoins, la 50e entreprise mondiale a un chiffre d'affaires à peu près équivalent au PIB du 50e pays. Donc vous voyez bien que la capacité qu'ont les pays à imposer quoi que ce soit aux multinationales n'est pas possible. Donc non seulement on n'a pas d'institution internationale qui soit capable de mettre entre guillemets au pas les multinationales ou de réguler, d'éviter les dumpings sociaux ou économiques ou environnementaux, et donc la question est là.
Et qui plus est, le protocole de Kyoto en 97 sur le climat met plutôt en place un mécanisme de marché avec des permis d'émission, donc mécanisme économique sur lequel on reviendra dans la conférence qui sera consacrée donc, au climat. Alors donc dans ce panorama général, finalement, l'idée, ce n'est plus de cibler uniquement les pays, puisque les pays font ce qu'ils veulent d'une certaine façon. Il y a l'idée de cibler aussi au niveau international les entreprises. Alors ça s'est fait à deux niveaux à ce moment-là. Le lancement de la Global Reporting Initiative, donc dite la GRI, donc par le CERES, la Coalition pour l'environnement américaine, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ça, c'est une première initiative qui vise en fait à organiser un cadre de reporting pour les entreprises en matière de développement durable, pour faire que les entreprises rendent compte de leur performance en matière de développement durable. C'est à ce moment-là que ça commence. Et puis en 1999, à Davos, le Kofi Annan interpelle justement les multinationales en disant on ne fera rien sans vous, vous devez vous impliquer. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été lancé le Global Compact, donc l'engagement des entreprises pour le développement durable. Il y avait 9 principes dans la première version, donc on retrouvait d'ailleurs l'approche de précaution, mais des approches pauvreté, enfin développement durable, donc il y avait de la pauvreté et de l'environnement. On a rajouté la corruption dans une deuxième étape, mais il s'agit, c'est assez léger hein, comme engagement à la Global Compact, puisque simplement les pays, les entreprises s'engagent à mener des actions positives et publier chaque année des bonnes pratiques. Vous voyez, donc on n'élimine pas les mauvaises pratiques, mais on développe des bonnes pratiques. Alors Jérôme Monod, qui était au secrétariat au cabinet de Chirac à l'Élysée à l'époque, avait mobilisé les entreprises françaises. Et la France les entreprises françaises étaient les plus grands signataires de le Global Compact, mais en les démarchant, il leur disait, oh, de toute façon, signer, ça vous engage à rien, donc bon, c'est comme ça. Donc, on a commencé petitement à l'époque dans ces questions des entreprises. Donc, quand on arrive par la suite, donc au sommet de Johannesburg, 10 ans après, hein, entre Stockholm et Rio, il y a eu 20 ans, mais après Rio, il y aura donc Johannesburg, et puis après il y aura de nouveau Rio en 2012. Donc Johannesburg, donc aussi un sommet dans un pays en développement, là c'est l'Afrique du Sud. Et là, donc, on arrive avec des nouveaux concepts qui arrivent donc on est dans le développement durable, mais aussi la responsabilité sociétale des entreprises, donc leur implication des entreprises. Donc, c'est un thème qui émerge vraiment à ce moment-là. Et puis, donc, avec l'arrivée des entreprises, des consommateurs aussi, et des questions de consommation. Alors, c'est là où Jacques Chirac a ce fameux discours sur la maison brûle, qui a eu un certain succès. J'étais dans la salle à l'époque, ça a été très applaudi, si j'ose dire. Bon, donc qu'est-ce qui sort en fait de ce sommet? Là aussi, je ne vais pas regarder en détail tout le plan du document de la mise en œuvre, hein, qui a un certain nombre de pages. Ce qu'on peut retenir, d'une part, il y a une part non négligeable sur la modification des modes de consommation et de production. Donc, vous voyez qu'on arrive, j'ai parlé des consommateurs, on dit, mais finalement, si on veut changer la production, il faut aussi changer la consommation. Donc, il faut avoir une approche intégrée consommation-production. Et d'ailleurs, dans les textes, et vous verrez toujours dans les textes que ça commence par consommation et production. Alors, au début, ça paraît un peu étonnant, puisque en fait, on commence par produire avant de consommer. Non, l'idée qu'il y a derrière, c'est que c'est les besoins qu'on a besoin de remplir. Donc là, c'est la consommation, et on se pose le problème de la consommation, et en fonction des besoins, on programme, entre guillemets, la production. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là. Donc, il y a l'idée de lancer effectivement, notamment, un programme. Alors, ça, c'est appelé le cadre décennal de programme. Alors, c'est 10 YFP, donc sur la consommation et la production durable, qui est tout un programme multipartite. Et donc, on rentre dans cette
je dirais, dans cette époque, à intégrer dans les actions internationales des partenariats concrets entre les institutions internationales, les pays et les entreprises et les différents acteurs. Donc là, il y a eu 6 programmes sur la consommation et la production durable, sur différents sujets. Et la France, j'ai eu le privilège de présider ce groupe de travail, donc dans ce cadre-là, sur le tourisme durable, puisque bon, la France, évidemment, est sur le tourisme assez en pointe. Donc, il y avait des groupes de travail qui ont, je dirais, structuré un programme et ce sera l'objet d'un des objectifs de développement durable par la suite. Et donc, il y a aussi, donc, globalement, dans les résultats de Johannesburg, la mise en place de partenariats dits de type 2. Hein. Donc, les partenariats de type 1, ça implique les gouvernements, donc c'est toutes les coopérations entre pays, mais on fait émerger des partenariats dits de type 2, c'est-à-dire avec les gouvernements, les groupes régionaux, les autorités locales, les ONG, les institutions internationales et le secteur privé. Donc, ces partenariats vont, dans des thématiques particulières, amener à travailler ensemble. Et donc, on est dans de la soft power, d'une certaine façon, dans des pouvoirs non contraignants, mais dans je dirais des évolutions qui entraînent des changements en court-circuitant d'une certaine façon la seule question de la souveraineté nationale. Ça reste toujours volontaire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà un peu Rio, ce qui sort de Rio. Alors il y a eu quand même en parallèle, il y avait un processus qui était le processus, donc les objectifs du millénaire pour le développement, qui était le grand objectif des Nations Unies. Principe. Alors il y a eu 8 objectifs, mais qui étaient plutôt plus orientés sur les questions de lutte contre la pauvreté. Et à l'époque, donc les dons et prêts bonifiés du FMI, de la Banque mondiale, étaient conditionnés en fait au fait que dans les pays soient mises en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté. Donc la Banque mondiale et le FMI, qui auparavant étaient sur des objectifs purement de régulation budgétaire et de réganisme, hein, ou les approches thatcherisme, enfin les approches état minimal, viennent là en soutien à la lutte contre la pauvreté. Alors, il y a une compétition entre cet agenda du développement, donc les objectifs du millénaire pour le développement, donc les grands objectifs des Nations Unies qui alignent l'ensemble des activités des Nations Unies, et puis l'agenda développement durable est en dehors. Alors, par exemple, à Johannesburg, hein, il y avait un objectif déjà d'accès à l'eau potable, hein, qui était un des objectifs de la pauvreté, hein, donc mais on n'avait pas pensé que pour avoir de l'eau potable, il fallait faire de l'assainissement. Et que donc l'objectif de l'assainissement est venu par la logique environnementale. Si on veut avoir de l'accès à l'eau potable, il ne faut pas la polluer. Et que donc il y a bien un lien qui n'avait pas été établi dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Donc on voit bien qu'il y a des logiques qui étaient différentes. Et puis la Banque mondiale finançait les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, mais les stratégies de développement durable qui devaient se mettre en place par Rio, non, oui, par Johannesburg, enfin Johannesburg le disait, n'ont jamais été financés réellement. Et donc, il y avait véritablement un problème. Et donc, dans la préparation de la conférence de Rio en 2012, l'ordre du jour d'abord, c'était l'économie verte et les institutions. Le terme économie verte avait été poussé par le PNUE, le patron du PNUE, considérant que à chaque fois qu'il y a eu des crises économiques, l'environnement passait au second plan, et donc il cherchait à montrer que grâce à l'environnement, on allait pouvoir créer des emplois et donc des activités économiques et entre guillemets de la croissance. Donc il y avait un peu cette idée de faire de l'environnement un levier de développement économique. Donc ça, c'est le thème de l'économie verte. Et puis tous les aspects institutionnels pour aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui s'en est sorti? Donc d'une part, il y a l'idée de fusionner donc les objectifs, les OMD, qui deviendront les objectifs de développement durable dans un seul agenda. Donc en fait, l'ensemble du système des Nations Unies sera à ce moment-là aligné sur le développement durable. Donc on n'aura plus cette compétition entre le développement durable d'un côté, vu comme étant l'environnement, et puis le développement. Alors il y a eu un fort débat sur l'économie verte, parce qu'un certain nombre d'organisations, notamment l'OCDE, ont voulu faire progresser la gestion de toutes ces questions par le marché. On voit bien que ça a été fait déjà pour la Kyoto, et certains pensaient que on allait
financer la protection de la forêt ben, en vendant, etc., etc. Et donc là, il y a eu une campagne des ONG, mais aussi notamment des pays d'Amérique latine, au nom de lutter contre la marchandisation de la nature. Donc le thème qui était à l'ordre du jour de l'économie verte reste toujours présent dans le texte, mais sous un angle, qu'est-ce que n'est pas l'économie verte? Donc il y a eu je dirais un changement à ce niveau-là. Alors en fait, donc on arrive à la conférence de Rio, donc en juin 2012, avec donc c'est tout ce qu'on vient de se dire dans les processus de préparation. Il se trouve que le document a été adopté la veille du début officiel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des préparations de texte et puis les chefs d'État viennent pour faire les arbitrages finaux. Il y a eu une conférence donc à Copenhague, la COP 15 de Copenhague sur le climat, a capoté parce qu'il y avait trop de choses à négocier et les chefs d'État n'ont pas réussi à s'entendre dans la nuit et n'ont pas sorti d'accord. Et donc, c'était un échec retentissant. Et donc, au niveau international, tout le monde disait plus jamais ça, il ne faut plus laisser les chefs d'État exposés sans que le travail soit préparé. Alors, on a si bien préparé le travail à Rio, c'est que tout était fini la veille de l'arrivée des chefs d'État. Donc, ils sont arrivés juste pour faire les potiches, ce qui est peut-être pas plus positif que l'échec. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti? Donc, on arrive un peu à ce qu'est notre je dirais, quotidien maintenant. Donc, le lancement du processus pour établir les objectifs de développement durable, donc qui auront été arrêtés puisque c'est sur l'exercice 2015-2030. Donc, ce sera arrêté dans une Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu en 2015, mais néanmoins, donc, cadre cet objectif. La création d'un forum politique de haut niveau, hein, ce qui va plus loin que la commission du développement durable qui était précédemment, et la création d'un forum multipartite sur la science, la technologie et l'innovation, donc qui a lieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les thèmes émergents toutes les questions effectivement de technologie et d'innovation. Et puis il y a ce cadre décennal dont on a parlé tout à l'heure, qui est d'ailleurs inscrit dans un objectif de développement durable. Et puis un peu de responsabilité sociétale des entreprises. Alors voilà les objectifs de développement durable. On va retrouver 17 objectifs. Alors ils sont d'horizons extrêmement différents. On va retrouver des ODD qui représentent un peu les objectifs du millénaire pour le développement. On va retrouver un peu les mêmes, mais on va aussi retrouver des indicateurs. Alors j'ai mis un peu en exergue ici le 12, puisque pour l'éco-conception, ça nous concerne, hein, c'est consommation et production responsable. Donc vous voyez bien, on est dans le cycle de vie, hein, on est consommation et production responsable. Mais il ne faut pas considérer que ces sujets soient en silo, ils sont en fait en synergie. À chaque fois qu'il y a un ODD, il est lié aux autres pour différentes raisons. Et évidemment, on ne va pas parler de production responsable sans parler de lutte contre les changements climatiques, de biodiversité qui est d'ailleurs découplée entre vie aquatique et vie terrestre, et des autres questions de développement durable. Donc on est bien dans une logique transversale du développement durable avec un certain nombre d'objectifs qui sont déclinés à travers des cibles, des indicateurs, etc. etc. Donc pour les entreprises, là aussi on a été un peu minimaliste, si j'ose dire, puisqu'il y a 2 articles qui sont consacrés donc aux entreprises. Donc, nous reconnaissons que le développement durable repose sur une participation active du secteur public comme le secteur privé. Il demande donc de mettre en place des cadres nationaux pour favoriser le fait que les entreprises commerciales industrielles adoptent des initiatives en matière de développement durable et donc ils tiennent compte de leurs responsabilités sociétales. Et nous lançons un appel au secteur privé afin qu'il mette en œuvre des pratiques responsables telles que celles encouragées par le Pacte mondial. Je reviendrai sur cette question. On avait, avec la francophonie, on avait poussé que l'ISO 26000, la norme ISO, soit reconnue dans le programme. Ça n'a pas été le cas. J'expliquerai quand on parlera de responsabilité sociétale et des liens avec les institutions onusiennes, j'expliquerai que, effectivement, que le Pacte mondial est une version très allégée de la question de la RSE, mais vu la proximité avec le secrétaire général des Nations Unies, ça reste un peu voilà, le passage obligé, mais on reviendra dessus. Et puis alors l'article 47, le fameux article 47,
qui reconnaît l'importance de la communication par les entreprises d'information sur l'impact environnemental de leurs activités. Et donc, la formulation, c'est nous les encourageons, en particulier s'agissant des entreprises cotées et des grandes entreprises, à étudier la possibilité d'insérer dans leur rapport périodique des informations sur la soutenabilité de leurs activités. Alors là, on voit bien que là, on a un problème, c'est que un certain nombre de pays, dont la France, le Brésil, le Danemark, avaient poussé pour que ce soit obligatoire, c'est-à-dire que les rapports de développement durable soient obligatoires pour les entreprises. Malheureusement, ça n'est pas passé. Et donc, on reste sur une formulation extrêmement légère et pas du tout offensive. Alors, il s'est constitué le groupe qui poussait à un article contraignant. Donc, se sont regroupés dans ce qu'on appelle le groupe des amis du paragraphe 47. Alors ça, c'est le jargon onusien, hein, donc le GOF 47. Qui a été rejoint ensuite par l'Argentine, l'Autriche, le Chili, la Colombie, la Norvège et la Suisse, en lien avec la Global Reporting Initiative et le PNUE, donc poussent effectivement ces questions de reporting extra-financier. Et donc, il y a toujours une mobilisation pour que ces rapports deviennent obligatoires, mais malheureusement, ce n'est pas dans les textes internationaux. Pour finir, et je m'arrête là et on pourra ouvrir un peu la discussion, il y a une plateforme d'engagement. Donc, vous voyez, ici, vous avez sur la plateforme des Nations Unies, on va vous lister 5424 engagements, partenariats, etc., etc. On se rend compte qu'en fait, ici, quand on met Progress Update, ça veut dire qu'ils ont rendu compte de leur avancement. Donc, ça veut dire que sur les 5000, il y en a à peu près 1000 qui sont vraiment actifs. Le reste, c'est des engagements qui n'ont pas vraiment été tenus. Mais néanmoins, ça vous donne, vous avez accès à ces informations. Et donc, sur des sujets particuliers, il y a souvent des partenariats et donc des informations, des connaissances et des choses qui peuvent être utilisées pour comprendre les enjeux et certains objectifs. Mais ça reste effectivement assez light. Les questions liées au climat, je ne les ai volontairement pas évoquées ici. On verra que les choses sont plus structurées, contraignantes, et que les relations entre le climat et le développement durable sont des questions qui se posent tant au niveau international qu'au niveau national, hein, puisque en France, la France a abandonné les stratégies de développement durable pour être plutôt sur les stratégies climatiques. Mais on reviendra sur cette question dans la conférence qui sera citée. Voilà, je vais m'arrêter donc à ce niveau-là. Donc, je remets en synthèse un peu tout le panorama qu'on a tracé, et ça me permet, ce schéma me permettra après d'aller regarder comment les différentes initiatives en matière de biodiversité, de climat, de RSE vont s'intégrer dans le panorama général que je viens de vous tracer.